Bonjour Christian Pertuis, Bonjour. merci d'être venu présenter votre ouvrage Carbone fossile, carbone vivant pour le programme Melchior de l'Institut de l'entreprise. Avec plaisir. Vous êtes économiste, professeur à Paris-Dauphine et fondateur de la chaire Économie du climat. Oui, C'est bien ça? absolument. Il n'y a pas erreur sur Il n'y la a pas marchandise. erreur sur la marchandise, très bien. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc de cet ouvrage passionnant, j'aimerais qu'on parle d'abord de l'origine de cet ouvrage, de l'origine de ce livre, puisque vous racontez dès l'introduction avoir rencontré des climatologues au tournant des années 2000 et avoir cherché à intégrer le climat dans le cadre de vos enseignements, dans le cadre de vos recherches et dans le cadre de vos engagements citoyens également. En quoi ce livre finalement est une synthèse de toutes ces intuitions? Alors, ce livre, le sous-titre du livre s'appelle Climat et biodiversité. Et effectivement, lorsque j'ai rencontré les climatologues, très précisément en 2001-2002, je me suis rendu compte que la façon dont je pratiquais l'économie, à la fois dans mon métier d'enseignement, mais aussi celle que j'avais apprise à l'université, me paraissait totalement déconnectée de la problématique climatique, puisque, en gros, l'économie que j'avais apprise et que j'enseignais à l'époque fondait sur un paradigme assez simple. L'objectif de l'économie, c'est la fourniture de l'abondance des biens et services aux citoyens. Bon. Et le rôle de l'économie, c'est plutôt d'aider les décideurs à repousser toutes les barrières, tous les murs de la rareté qui freinent cet accès à l'abondance, la rareté du capital, la rareté de la main-d'œuvre, mais aussi la rareté des matières premières. Et je rencontre donc les climatologues qui m'expliquent que le réchauffement climatique n'est pas un problème d'insuffisance de matières premières, de rareté des matières premières, mais de trop grande abondance. Puisque trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, sont à l'origine d'un peu plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, je dirais, la première phase de ma prise de conscience, ça a été de réfléchir différemment entre l'abondance des biens et services, qui était l'objectif de l'économie, et la façon dont l'économiste devait s'intégrer. Et après prise en compte de réchauffement climatique, je suis arrivé à la conclusion que l'objectif de l'économie, c'est d'abord la résilience. Résilience par rapport aux crises climatiques, par rapport aux crises de la biodiversité dont on va parler, mais également par rapport à d'autres risques multiples dans nos sociétés, notamment des risques sanitaires liés, par exemple, aux pandémies. Et le rôle de l'économiste, curieusement, devient alors, au nom de cette résilience, d'introduire de la rareté. Et de la rareté sur trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont à l'origine de un peu plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et de fait, depuis que j'ai eu cette prise de conscience, grâce aux climatologues, l'essentiel de mes missions a consisté à voir comment est-ce qu'on peut introduire de la rareté pour limiter notre dépendance au carbone fossile. Ça, c'est la première étape. Pardon, et puis, la deuxième étape, pardonnez-moi de vous interrompre, la deuxième étape, c'est que le carbone fossile est effectivement majeur, et si nos sociétés ne sont pas capables de sortir de cette addiction à l'énergie fossile, elles n'ont aucune chance de stabiliser le réchauffement climatique. Mais le carbone vivant est également très important. C'est quoi le carbone vivant? C'est le cycle du carbone qui commence avec la photosynthèse et toutes les chaînes de transformation de ce CO2 atmosphérique en sucre, en molécules vivantes, les végétaux, puis les animaux, et notre alimentation. Et la façon dont les sociétés utilisent le carbone vivant, principalement à travers les activités agricoles, les activités sylvicoles, les activités de pêche, mais pas que, c'est à l'origine d'environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a aucune chance d'arriver à la neutralité climat, c'est-à-dire à la stabilisation du stock de gaz à effet de serre, si on n'agit pas également sur le carbone vivant. Et dans le carbone vivant, il y a un phénomène tout à fait nouveau, c'est que les activités agricoles génèrent des émissions spécifiques, mais on a la question des puits de carbone. C'est quoi les puits de carbone? Les puits de carbone naturels sont principalement le couvert forestier sur les continents et l'océan qui absorbe chaque année un peu plus de la moitié du CO2 qui est émis. Et donc si on ne protège pas ces puits de carbone naturels, on n'a aucune chance non plus d'arriver à la neutralité climat. Donc la deuxième phase de la prise de conscience, c'est cette inclusion du carbone vivant dans la problématique climat. Et pour pouvoir être résilient par rapport au carbone vivant, là, ce n'est plus une question d'introduire de la rareté, c'est de réintroduire de l'abondance. Mais pas l'abondance des biens et services, l'abondance du vivant,
la biodiversité, la très grande richesse de l'interaction entre les êtres vivants qui permettent la régénération du milieu naturel et la régénération de la vie. Donc cet ouvrage, Carbone fossile, carbone vivant, c'est un peu la synthèse de ce cheminement qui a commencé par le carbone fossile et la problématique de ce qu'on appelle le système énergétique. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, je travaille notamment avec les chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle sur les interactions entre carbone fossile et carbone vivant. Okay. Très intéressant parce que quand on regarde la façon dont l'économie est présentée, par exemple dans les programmes de lycée, on définit l'économie comme une science qui s'occupe de l'allocation de ressources rares. Oui. Et là, vous dites, il ne faut pas gérer des ressources rares, on a des ressources abondantes, il faut au contraire créer la rareté et créer l'abondance dans le cas du carbone vivant. Donc, finalement, on va à l'encontre des enseignements de programme de ce point de vue-là, ou en tout cas de la théorie néoclassique, disons. Je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques dont les économistes sont friands, et vous savez qu'il n'y a rien de plus pénible de mettre 3 économistes dans une salle, puisque évidemment vous aurez 3 façons différentes de voir les choses. Bon, je pense qu'effectivement, la prise en compte de ces grandes crises environnementales globales qui sont d'une part le réchauffement climatique, mais également le dérèglement de la biodiversité, c'est-à-dire l'affaiblissement de l'abondance du vivant, appelle à la communauté des économistes à repenser la façon dont ils réfléchissent et dont ils agissent. Il s'agit évidemment de modifier le contenu et même la méthode de nos enseignements, ça je pense que c'est certain. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le modèle d'économie, qu'il s'agisse du reste du modèle néoclassique ou des modèles néo-keynésiens ou des modèles marxistes, ont pensé l'économie comme s'il n'y avait pas de limite planétaire. Et donc ils ont pensé une économie qui pourrait arriver à une croissance infinie dans un monde fini, ce qui est une aberration pour un écologue. Donc je pense qu'en réalité, que l'on soit d'origine néoclassique ou néo-keynésienne ou marxiste, l'impératif pour l'ensemble de la communauté des économistes, c'est de réfléchir l'économie comme étant effectivement une activité humaine qui intervient dans un monde beaucoup plus global avec des limites planétaires. Ces limites planétaires, c'est quoi? C'est évidemment la stabilité du climat, c'est la reconstitution de la couche d'ozone sur laquelle la vie ne serait pas possible sur Terre, c'est évidemment le cycle de l'eau, c'est le cycle du carbone. Et je pense que la limite peut-être la plus fondamentale à long terme, c'est le maintien de la biodiversité, le maintien de la diversité du vivant, car en réalité, nos sociétés humaines, qui sont l'une des composantes du vivant, mais je rappelle qu'il y a beaucoup d'autres espèces vivantes sur la planète, ne peut pas se reproduire sans cette biodiversité. Très bien. Peut-être un petit point par rapport à l'actualité. Le livre paraît dans un contexte assez singulier. On a franchi en 2024 les 1,5 degrés d'augmentation, le retour de Trump et de la politique trumpiste sur ce plan-là, le recul de la COP de Belém sur la sortie des fossiles. Donc on a une sorte de backlash, si on utilise le terme anglais là-dessus, climatique. Est-ce qu'on écrit le même livre dans ce climat-là ? Alors le terme de backlash figure à la fois en introduction et en conclusion. Donc je pense que la réponse est implicite dans votre question. Effectivement, on est à un tournant tout à fait stupéfiant. D'un côté, le réchauffement climatique frappe de plus en plus sévèrement le fonctionnement de nos sociétés et les nombreux épisodes caniculaires qu'on a connus pendant l'été 2026 en sont évidemment une illustration frappante. Donc, dans la société, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande de la part des citoyens que le réchauffement climatique est là et que le climat que nous connaissions hier ne reviendra pas immédiatement et en tout cas pas demain. Et cependant, malgré cette prise de conscience, on a une espèce de retour en arrière faramineux qui part des États-Unis mais qui malheureusement percole un peu en Europe. Et ce retournement est une sorte de déni qu'on qualifie de backlash, et je voudrais revenir peut-être sur la notion de backlash. Aux États-Unis, la notion de backlash a été appliquée dans les années 70 à tout recul sur les droits civiques aux États-Unis. Et en réalité, moi je crois que le backlash nord-américain est véritablement un backlash qui concerne le changement climatique, mais également un certain nombre de droits fondamentaux humains,
notamment les droits des migrants, notamment les droits de la justice. Et donc, on voit bien que ce backlash, il montre combien la question du climat et de la biodiversité est aujourd'hui en interpénétration très grande avec les grandes problématiques de la société. Alors, est-ce que ce backlash est général? Je vais d'abord regarder en dehors de l'Europe, dans les pays du Sud, en Asie, en Chine, il n'y a pas de backlash climatique. Et ces pays dits émergents, au contraire, très largement réagi au backlash nord-américain par une accélération de la transition, au moins de la transition des systèmes énergétiques. Et tous les indicateurs sont là, on accélère sur l'énergie solaire, l'électrification. On crée de nouveaux potentiels de développement dans les pays moins avancés, parce que dans les pays moins avancés, on n'est pas encombré de tous les actifs qui sont liés à l'énergie fossile, et donc on peut directement introduire de nouveaux systèmes énergétiques plus modernes sans passer par la gaz fossile, ce qui est fondamental pour l'avenir du climat. Et en Europe, on tangue, si vous voulez. Et on tangue pour une raison très simple. C'est que les forces politiques, on va dire populistes, qui sont derrière le backlash en Amérique du Nord, ont des relais à l'intérieur de l'Union européenne. Et on voit aujourd'hui au Parlement européen des alliances, à mon avis, contre nature entre les partis du centre droit et les partis d'extrême droite pour freiner, parfois revenir sur des avancées qui avaient été faites au niveau européen. Et on a ce risque aussi en France, avec la montée du Rassemblement national. Donc je pense que cette situation est terriblement inquiétante et il faut absolument qu'on arrive à dépasser ce backlash. Et je pense que la façon dont on va le dépasser, ça va consister à mieux construire des politiques d'action climatique qui marchent sur deux jambes. La première jambe, c'est l'atténuation du réchauffement climatique, donc la réduction des émissions, également la protection des puits de carbone naturels. Mais la deuxième jambe, c'est l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et pendant très longtemps, on a, je pense à tort, et les économistes et moi-même, on en porte une part de responsabilité. On a considéré que si on intégrait dans l'action climatique trop d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, eh bien, ce serait au détriment de l'atténuation. Or, il me semble que atténuation et adaptation du réchauffement climatique sont parfaitement complémentaires. Et on le voit ça très bien au niveau d'un territoire. Je crois que vous venez d'Angers. Bon, vous voyez bien que sur un territoire, soit on a véritablement une politique climatique ambitieuse, on va agir sur les deux volets, l'atténuation et l'adaptation. Et du reste, les acteurs de terrain souvent ne comprennent pas cette différence. Soit on s'occupe du climat, soit on ne s'occupe pas du climat. Je prends un autre exemple qui est tiré du carbone vivant et qui, je pense, est très important pour le futur, c'est l'exemple des systèmes agricoles. Dans les grandes transformations que doivent opérer nos sociétés pour faire face au réchauffement climatique, vous avez la sortie des fossiles, et puis vous avez le carbone vivant. Le secteur clé, le plus important pour le carbone vivant, c'est les systèmes de production agricole, puisqu'ils sont directement à l'origine d'à peu près 12 à 13% des émissions spécifiques de l'agriculture, de méthane et de protoxyde d'azote, qui ne sont pas l'usage du carbone fossile par des agriculteurs, mais qui sont l'impact des systèmes agricoles. Et puis, ces systèmes agricoles, suivant la façon dont on les organise, peuvent stocker ou déstocker du CO2. Donc, la transformation des systèmes agricoles vers des méthodes qu'on appelle agroécologiques, qui consistent, sans entrer dans les détails, à utiliser et valoriser la diversité du vivant dans le milieu naturel, dans les sols, très important. Lorsqu'on détruit le vivant dans les sols, au bout d'un moment, les rendements agricoles baissent, ce qui se passe en France sur une partie des récoltes céréalières. Bon. Donc cette transformation, cette nouvelle révolution agricole, elle est extrêmement importante. Et comment la porter vis-à-vis des acteurs, c'est-à-dire des producteurs agricoles, des paysans? Si vous allez voir les agriculteurs et que leur expliquez, vous qui êtes un urbain, comment ils doivent faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Il faut partir de l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique et cheminer avec les producteurs agricoles pour montrer combien
les méthodes de production qui sont basées sur de l'agroécologie permettent d'accroître la résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique. Et ce faisant, on va se rendre compte que les méthodes d'adaptation des systèmes agricoles aux impacts du réchauffement climatique sont aussi les cheminements qui permettent de réduire les émissions brutes et également de basculer vers des systèmes qui stockent du CO2 dans les sols et dans les plantes en améliorant le couvert végétal, en réduisant les labours, en réduisant l'usage des engrais chimiques. Enfin, je n'en entre pas dans les détails. Et ça me paraît très important. Donc vous voyez bien combien non seulement adaptation et atténuation sont complémentaires, mais dans un grand nombre d'activités qui sont liées au carbone vivant, il faut partir des impacts du réchauffement climatique qui durcissent les conditions de production agricole et sur lesquelles il faut trouver de nouvelles méthodes de production qui vont permettre d'être beaucoup plus résilients et également de réduire les émissions nettes du secteur. Donc si je vous suis, en fait, il faut, engager la réforme, pas simplement la penser, l'engager dans les pratiques d'acteurs, dans la réflexion des acteurs sur le terrain, donc dans des stratégies d'acteurs, si on utilise le vocabulaire sociologique là-dessus, et pas simplement donc s'en tenir à une approche conceptuelle et descendante du problème. Et alors, j'entends très bien cet argument, et avant de revenir justement sur ces stratégies à mettre en place avec les acteurs, je voudrais qu'on passe un petit moment sur le fil conceptuel, quand même, ce qui vous a servi de base conceptuelle pour élaborer cette réflexion. Dans l'ouvrage, votre cœur de thèse, c'est que, donc, vous l'avez dit en introduction, la crise climatique ne naît pas de la rareté des matières premières, mais de leur trop grande abondance. Et vous convoquez des auteurs comme Georgescu Roegen, comme Kate Raworth, sur ces questions-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement ce cheminement conceptuel qui a été le vôtre? Alors, Georgescu Roegen est un visionnaire qui intervient à un moment où les économistes sont encore complètement dans l'ancien système et il n'est pas compris. Tout simplement, il n'est pas compris parce qu'il est trop en avance sur son temps. C'est un auteur qui est dur, c'est un auteur qui utilise beaucoup de formalisation mathématique et qui a des méthodes de rédaction, je dirais, qui correspondent plus à la façon dont on écrit des articles dans des revues à comité de lecture que pour le grand public. Mais Georgescu Roegen nous dit qu'effectivement, le vrai problème sur le long terme de l'économie, c'est lié à l'entropie et à la diminution de la capacité de reproduction de l'énergie et du vivant. Ça reste quelque chose qui est qui est reconnu par les économistes, parce que comme c'est un économiste qui sait faire des modèles mathématiques et qui sait publier dans les comités de lecture, il a évidemment été considéré comme incorporé à la... Mathématicien. Oui, au départ, il est mathématicien. Mais il n'a pas d'impact. Il n'a pas d'impact ni sur les politiques, ni même sur la réflexion du mainstream économique. Je me permets juste un truc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a finalement été intégré dans la démarche économique par Schumpeter. Oui. C'est quand même à contre-courant de ce qu'on imagine de Schumpeter. Non, pas totalement, parce qu'effectivement, surtout si on considère la transformation du carbone fossile, ce qu'on appelle la transition énergétique, le terme est très inapproprié. C'est une transformation totale du système énergétique. Et en réalité, vous avez bien ce phénomène de déconstruction du système existant. Lorsqu'on parle du coût de la transition énergétique aujourd'hui, on a souvent en tête les centaines de milliards qu'il faut investir dans l'hydrogène vert, dans les réseaux électriques, etc. En réalité, à mes yeux, le coût le plus important, c'est qu'il faut retirer du capital lié aux actifs fossiles, le capital qui sert à produire l'énergie fossile, mais aussi tous les actifs économiques qui sont liés à l'usage des énergies fossiles. Prenez l'exemple très concret des batteries. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, c'est compliqué de construire une filière de batteries quand on a à peu près 15 ans de retard sur les industriels chinois. Bon. Mais on commence à le faire, et moi j'ai introduit le grand débat public sur l'usine ACC dans le Nord, qui est la première, ce qu'on appelle, on n'appelle plus ça des usines, on appelle ça des gigafactories. C'est stupide, c'est des usines, mais c'est vrai que l'usine, elle coûte plus elle coûte plus de 1 milliard d'euros, elle coûte même pas loin de 10 milliards d'euros. C'est un investissement très conséquent pour une installation industrielle en Europe. Mais le vrai problème,
c'est que vous avez en France à peu près 230 fonderies qui travaillent à 80% pour le moteur thermique. Que deviennent ces fonderies au moment où les usines de batterie vont fonctionner? Vous voyez, donc la transition énergétique, elle a ce côté très schumpeterien de destruction créatrice. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné de voir cette filiation entre Schumpeter et Georgescu-Roegen. Deux mots peut-être sur Kate Raworth, qui est un peu quelqu'un de tout à fait étonnant, parce que contrairement à Georgescu-Roegen, Kate Raworth n'est pas vraiment considérée comme une économiste au sens académique du terme. Oui. Elle ne s'est pas fatiguée à faire des papiers académiques. Elle était plutôt engagée dans une ONG et elle a écrit un ouvrage qui est formidable, que je conseille à mes étudiants et à tous les gens qui regarderont cette vidéo, qui s'appelle L'économie du donut. Et la démarche de Kate Raworth est assez simple. Elle explique que l'économie de demain va consister à orienter la trajectoire de l'économie entre des plafonds écologiques qui sont déterminés par les limites planétaires, le climat, je ne vais pas les répéter, bon, mais à mes yeux, la plus importante, c'est la restitution de la biodiversité, qui est une sorte d'enveloppe générale qui permet la opportunité. Et de l'autre côté, des minima sociaux. Des minima sociaux pour que chaque citoyen, chaque membre de l'économie en question puisse avoir accès aux biens et services de base. Et dans ces biens et services de base, moi j'inclus évidemment l'accès à un climat qui est vivable. Et donc vous voyez que le Kate Raworth, moi je l'utilise dans l'ouvrage en disant les plafonds écologiques, bien sûr, introduire de la rareté sur du carbone fossile. Le meilleur outil économique, on n'en a pas parlé, c'est évidemment la tarification carbone redistribuée, mais aussi le plancher social, et dans le plancher social, évidemment, mettre plus de moyens dans toutes les techniques, les méthodes, les organisations qui vont permettre d'être plus résilients par rapport aux impacts du réchauffement climatique, par rapport à la perte de la biodiversité. Et on sait bien que dans une société où ces planchers sociaux ne sont pas respectés et en réalité ne sont pas développés par de l'action publique, c'est évidemment les pauvres qui vont pâtir de cette situation. Ils en pâtissent déjà, d'ailleurs. Ils en pâtissent déjà, bien sûr. Ouais. Intéressant, parce qu'en fait, la pensée de cette transition, c'est une pensée systémique. C'est vraiment une pensée de l'ensemble des acteurs du système et des conséquences pour l'ensemble de l'économie, y compris ces questions d'inégalité qui sont au cœur de votre réflexion. Alors, dans la conclusion, j'essaye de construire un peu un schéma, si vous voulez, de qu'est-ce qu'on peut considérer comme des critères de la transition juste. Je ne suis pas emballé par les raisonnements qui consistent à dire réduisons les inégalités au sein de la société, ça va tout de suite créer les conditions d'une transition juste, pour des raisons précises. La plus importante, c'est que si vous réduisez, il faut peut-être le faire pour d'autres raisons, les inégalités vers le haut et notamment les inégalités patrimoniales, ça ne va pas faire baisser les émissions de gaz à effet de serre par les ultra-riches, qui vont continuer à faire. Et le pouvoir d'achat que vous allez redistribuer vers les personnes qui sont en droit d'avoir ce pouvoir d'achat vont, elles, si on ne change pas d'autres paramètres, accroître leur consommation de biens et services qui émettent. Donc vous n'allez pas faire baisser les émissions. Bon. Donc moi j'essaye de trouver des critères de justice et j'en vois trois. Le premier, je ne les cite pas dans l'ordre du livre, parce que peut-être on est sorti d'une canicule cet été. Le premier, c'est de rééquilibrer adaptation et atténuation dans le réchauffement climatique. Le fait d'avoir beaucoup perdu de temps et parfois refusé de mettre des moyens dans des adaptations évidentes au réchauffement climatique. J'ai en tête, par exemple, sur la canicule de l'été passé, la question des écoles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout préparé les bâtiments scolaires? Il y a quand même 70 000 écoles en France. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout préparé les bâtiments scolaires à des canicules? Alors, je vais vous dire pourquoi on ne l'a pas fait. C'est parce que dans une sorte d'inconscient collectif, on se référait au passé. Et on se disait, les canicules, c'est pendant l'été, c'est pendant les vacances. Et donc, on est passé à côté de la chose et on découvre le problème en catastrophe. Bon. Donc, évidemment, le premier critère, et qui pâtit le plus, c'est évidemment
les élèves et les étudiants dans les milieux les moins favorisés, dans les zones les moins défavorisées, qui sont les moins bien équipés et les moins bien défendus. Alors, ça, c'est le premier levier. Rééquilibrer l'adaptation et l'atténuation, c'est, je crois, un impératif de justice. Et du reste, si vous regardez les affaires judiciaires devant les tribunaux, on fait toujours appel à ce volet sur l'impact du réchauffement climatique sur les citoyens. Le deuxième volet s'inspire directement de Kate Raworth, c'est effectivement de viser dans l'économie une économie qui se situe entre les plafonds écologiques et les minima sociaux. Ça veut dire qu'il faut faire des redistributions à la fois par le haut et par le bas. Et ça, c'est assez différent de règles alors, une partie des économistes ne s'intéressent pas à l'équité. Donc là, quand on ne s'intéresse pas à l'équité, évidemment, il n'y a pas de règle sur l'équité. Mais si vous prenez certaines théories qui viennent d'Amérique du Nord, souvent, on dit on peut accepter les inégalités par le haut si ça ne... Non, en réalité, Raworth nous dit il faut faire de la redistribution à la fois par le haut et par le bas. Et je pense que l'instrument privilégié pour le faire, c'est la tarification carbone redistribuée. Et ça, c'est très important parce que la tarification carbone donne l'incitation pour sortir de l'économie fossile. Si vous la redistribuez massivement vers la partie de la société qui est défavorisée, vous créez justement cette économie qui va être entre les deux limites. Et le dernier volet, qui me paraît crucial pour notamment les stratégies globales de réduction des émissions dans le monde, c'est de rééquilibrer dans les flux d'investissement internationaux, une partie des investissements vers la transition écologique et la transition énergétique des pays moins avancés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, tout le monde est préoccupé par le niveau d'émissions de la Chine et de l'Inde. Mais si vous regardez le monde dans 30 ans, et si vous regardez la démographie dans 30 ans, si on ne fait pas une transition énergétique et agroécologique qui saute la case des fossiles dans les pays moins avancés aujourd'hui, c'est eux qui vont croître le plus rapidement. Donc on va louper une extraordinaire opportunité. Donc c'est pour moi les trois critères de justice. Et évidemment, malheureusement, dans le backlash climatique, mais plus général, qu'on a subi ces 2 dernières années, vous avez des politiques qui, en Europe comme aux États-Unis, se durcissent vis-à-vis des migrants. C'est-à-dire qu'on durcit les politiques vis-à-vis des migrants qui sont chez nous, et en même temps, on réduit massivement l'aide publique au développement. Donc là, on est vraiment complètement dans la mauvaise direction. Une question peut-être sur cette tarification du carbone. Les économistes raisonnent avec des prix, c'est même leur outil principal. Peut-être même un peu trop, mais peut-être même un peu trop. C'est une question qui est âprement débattue de ce point de vue-là. Est-ce que la tarification carbone, est-ce que le juste prix du carbone permettra de sortir des énergies fossiles? Mais il y a aussi une autre question derrière, c'est la tarification carbone, ce n'est pas juste uniquement la tarification du carbone fossile, c'est la tarification du carbone vivant. Et comment est-ce qu'on donne un prix au carbone vivant? Ces deux aspects-là, comment est-ce que vous pouvez les concilier? Alors c'est extrêmement intéressant et c'est un peu au cœur du livre. Je crois que les instruments économiques qui fonctionnent pour le carbone fossile ne fonctionnent pas pour le carbone vivant. Pour le carbone fossile, moi j'ai commencé à m'intéresser au climat en travaillant sur la tarification carbone, et pas uniquement en écrivant des bouquins, parce que j'ai écrit des bouquins sur la tarification carbone, y compris publiés aux États-Unis, mais en mouillant ma chemise aussi dans des actions concrètes. Donc je pense que sur le carbone fossile, la tarification carbone est un accélérateur. C'est un accélérateur. Ce n'est pas uniquement en agissant sur la tarification carbone qu'on va faire la transition qui nous libère de notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a d'autres éléments qui sont très importants, notamment l'orientation des investissements, l'accompagnement des restructurations industrielles qui sont très nombreuses, qu'il faut faire. Et on a en France un exemple extraordinaire de transition qui a été faite, c'est la fin des charbonnages en France. Souvenez-vous de la masse d'investissements qu'on a dû faire pour sortir d'un tout petit problème qui était les charbonnages en France. Là, on est sur une échelle beaucoup plus grande. Bon, donc je pense que la tarification carbone fonctionne pour le carbone fossile, mais que c'est un accélérateur et qu'elle ne prendra toute sa mesure que si elle est accompagnée par d'autres instruments de politique publique
qui concernent principalement l'investissement et l'accompagnement du désinvestissement qu'il faut faire par rapport à notre dépendance aux énergies fossiles. Et ça, c'est très différent d'un pays à l'autre. On voit qu'un certain nombre de pays ne sont pas encore sortis du charbon. Et sortir un pays de sa dépendance au charbon, lorsqu'on a des mines et des mines, c'est très compliqué. Bon, la dépendance à l'égard des véhicules thermiques, si vous voulez. Bon. Donc ça c'est le premier volet. Sur le carbone vivant, non. Moi, on m'a beaucoup questionné sur comment est-ce qu'on peut tarifer la biodiversité. Bon. Pour le carbone fossile, j'ai l'équivalent CO2. L'équivalent CO2, c'est assez simple. Une tonne de CO2 qui est émise par la combustion d'énergie fossile a exactement le même impact climatique que vous soyez Paris, on est 8e ici, Paris 8e, ou de l'autre côté de la planète, c'est pareil. Donc là, j'ai vraiment. C'est assez facile hein, sur le plan méthodologique. On peut construire des tas de modèles économiques assez simples. Sur la biodiversité, souvent, on représente la perte de biodiversité, notamment dans le grand public, par la diminution d'espèces emblématiques. Hein, le panda en Chine, l'aigle chauve aux États-Unis, l'ours polaire, évidemment, qui flotte sur sa banquise. Bon, là, on va se dire, ben, ça vaut combien la perte? Non, ce n'est pas du tout ça la question. C'est que derrière la disparition ou la menace de disparition des pandas, vous avez des écosystèmes qui se fragilisent. Et donc, il faut aller rechercher la valeur du maintien de la diversité dans chaque écosystème. Et évidemment, cette valeur ne sera pas du tout la même suivant des tas de paramètres. Donc, je pense qu'on n'a pas cette équivalence CO2 pour la tarification de la biodiversité. Donc on est amené à faire un travail beaucoup plus local en fonction de chaque écosystème, de voir qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte. Et ça va être très différent, notamment pour les acteurs de l'économie. Certains acteurs de l'économie, par exemple l'industrie des parfums, on peut discuter, est-ce que l'industrie des parfums, c'est une valeur sociale importante pour la société? Bon, je ne sais pas, mais on peut prendre l'industrie du médicament aussi. Ils ont besoin de la biodiversité pour sourcer. Si vous n'avez plus d'espace de biodiversité remarquable pour sourcer les parfums, vous n'allez plus faire des grandes marques. Pareil pour les médicaments. Grande partie souvent, on imagine que les médicaments, ça sort de l'usine, c'est l'invention de chimistes. Oui, sauf qu'en général, on a été découvrir des gènes ou des spécificités dans généralement du reste des milieux écosystémiques remarquables pour pouvoir soigner le cancer ou des choses comme ça. Bon. Donc il y a des cas où c'est facile, il y a beaucoup d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi je pense que sur la transition qu'on va appeler agroclimatique, qui correspond au carbone vivant, la tarification n'est pas le vecteur principal. Je pense que le vecteur principal, c'est la résilience, et pour les sociétés, c'est un enjeu sanitaire. Les canicules de l'été en sont un parfait exemple. Effectivement, une canicule exceptionnelle comme celle qu'on a connue en 2026, ça fait fondre les rails de chemin de fer et ça fait sauter un certain nombre de disjoncteurs dans le réseau électrique. Mais le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond, c'est qu'une canicule de cette ampleur affaiblit terriblement l'ensemble des écosystèmes. Et dans ces écosystèmes, une espèce particulière, nous, on a connu, je ne sais pas si c'est 2000 ou 2500 morts, bon, mais en réalité, c'est tout l'écosystème qui est... Donc on retrouve cette idée que pour la transition sur le carbone vivant, le levier d'action, c'est bien évidemment d'accélérer les actions d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et c'est par là qu'on va effectivement réduire les émissions liées au système de production agricole et recréer une diversité du vivant qui est absolument indispensable pour la reproduction de la vie, mais également pour le stockage du carbone. Et si nos puits de carbone continuent à s'affaiblir avec l'affaiblissement de la biodiversité, on ne stabilisera pas le thermomètre, parce qu'on va perdre l'efficacité des puits de carbone naturels qui aujourd'hui absorbent chaque année plus de la moitié des émissions de CO2. Je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que la solution de cette histoire serait pas de... Vous dites dans l'ouvrage que les renouvelables ont gagné la bataille des coûts face aux fossiles, en tout cas au moins pour produire de l'électricité. Oui, au moins pour ça. Si c'est vrai,
pourquoi la transition n'est-elle pas déjà jouée finalement? Pourquoi est-ce que on n'a pas réussi à résoudre cette question de transition énergétique? Notamment, l'argument qui revient, c'est la question de l'intermittence des sources énergétiques renouvelables et leur caractère non stockable. Mais elle est jouée. Elle est parfaitement C'est jouée, déjà fait. la transition sur le système énergétique, si vous voulez. La seule question maintenant, c'est son rythme. C'est son rythme. Elle est jouée. Si vous regardez chaque année, maintenant, l'augmentation de la capacité de production d'électricité, c'est quoi? C'est du renouvelable, avec un tout petit peu de nucléaire, mais c'est tellement long à mettre en place le nucléaire, et puis ça pose d'autres questions que c'est... Bon, alors, l'intermittence, évidemment, est une difficulté. Le stockage est une réponse. Avez-vous regardé le rythme de baisse du coût du stockage par batterie sur les 2 dernières décennies? C'est le même que celui des panneaux photovoltaïques pour les mêmes raisons. C'est le changement d'échelle de production. Ce n'est pas la révolution technologique du siècle où on a inventé une nouvelle façon de stocker de l'énergie, c'est le fait qu'on est passé de systèmes artisanaux ou semi-artisanaux à des immenses lignes de production. Donc à mes yeux, effectivement, la transition énergétique, elle est jouée, simplement son rythme est très incertain, et vous avez aujourd'hui dans le backlash une sorte de phénomène de crispation d'intérêt sur l'énergie fossile, mais ça c'est logique. Lorsqu'on est passé de la carriole tirée par des chevaux au véhicule thermique, tous les producteurs de carrioles se sont rebellés contre le véhicule thermique. Donc moi je pense que cette révolution elle est jouée. Les incertitudes sont effectivement sur le rythme et sur le fait que un certain nombre d'activités où on est tellement habitué aux fossiles, on n'imagine pas qu'on puisse basculer. Moi, dans un ouvrage précédent que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, je me souviens, j'ai écrit « Vers la fin du véhicule thermique, point d'interrogation ». À l'époque, tout le monde me disait « Mais t'es complètement fou, on ne va jamais sortir du véhicule thermique ». C'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on va sortir du véhicule thermique. Simplement, on ne sait pas en Europe si ça sera en 2035 ou en 2040 sur les véhicules neufs. Donc, alors, la question sur l'intermittence est importante, et il faut bien voir que qui dit énergie intermittente ne dit pas nécessairement énergie non pilotable. En fait, aujourd'hui, tous les opérateurs économiques qui connaissent un peu le détail du système électrique savent parfaitement que sur les grands parcs photovoltaïques ou éoliens, on pilote. C'est-à-dire qu'on diminue l'électricité qui est envoyée sur le réseau lorsqu'il y a surproduction d'électricité. On ne le fait pas encore suffisamment parce que le phénomène est assez récent. Je vous donne un exemple. Les heures creuses. Dans quel pays d'Europe de l'Ouest les heures creuses négatives de tarification, les tarifications négatives sont les plus importantes? C'est la France. En France, on a beaucoup plus d'heures creuses avec un prix de l'électricité négatif qu'en Allemagne. Et alors qu'en Allemagne, on a beaucoup plus de renouvelables, et en France, on a un mix qui est encore majoritairement au nucléaire avec du renouvelable. Donc ça veut dire que la question du pilotage, elle n'est pas spécifique aux énergies renouvelables, elle est spécifique en fait à l'ensemble des moyens de production électrique. Et ce qui est vrai et ce qui est embêtant, c'est que les moyens de production électrique les plus pilotables, alors le plus important, c'est les barrages, lorsque vous avez de l'eau dans les barrages, puisque là, vous pouvez piloter de façon quasi instantanée, remettre de la puissance ou enlever de la puissance du réseau. Il suffit de régler le débit dans le barrage. Et puis, le gaz et le fuel sont beaucoup plus faciles à piloter que les renouvelables ou le nucléaire. Très bien. Je reviens aux stratégies d'acteurs qu'on avait mentionnées au tout départ. Donc, si on quitte un petit peu l'aspect purement microéconomique de nos agriculteurs et qu'on remonte à une échelle, disons, étatique, vous distinguez dans votre tour du monde une sorte, ce que vous appelez un G18 de rentiers du fossile. C'est-à-dire des pays qui peuvent par ailleurs sauter la case fossile dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, troisième catégorie, les géants asiatiques. Finalement, cette nouvelle carte des émissions, elle se traduit aussi par des rapports géopolitiques dont on a du mal à saisir finalement l'orientation en général. Aujourd'hui, on voit bien que la tendance est plutôt à une augmentation de la conflictualité. En tout cas, c'est ce qui se dessine a priori dans les médias occidentaux. Et donc, est-ce que finalement
cette tripartition entre les rentiers du fossile, ceux qui peuvent sauter la case, et les géants asiatiques, fonctionnerait dans le cadre justement de la redéfinition des stratégies d'acteurs? Alors, je pense que l'expérience des 2 dernières années nous montre que les rentiers dits fossiles sont plus agressifs et plus dangereux qu'on ne l'imaginait avant. Bon, pour moi, le cas d'école type, c'est la comparaison entre le premier, je ne sais pas comment dire, une période de 4 ans, ce n'est pas un quinquennat, c'est le premier mandat de Donald Trump et le deuxième mandat. Donald Trump n'a pas fondamentalement changé sa vision des choses, mais il est devenu beaucoup plus dangereux lors du deuxième mandat parce qu'il a été beaucoup plus violent et beaucoup plus dur en faisant réinvestir les États-Unis sur des énergies fossiles, y compris le charbon, si vous voulez. C'est quand même assez fou. Bon. Dans cette géopolitique, vous avez des acteurs, effectivement, comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, qui sont un peu en avant-garde. Vous avez des acteurs qui sont très affaiblis, la Russie. Vous avez des acteurs qui sont en perdition, hein, le Venezuela. Vous avez des acteurs qui ne sont pas loin de la perdition, mais pas tout à fait, le Nigeria. Donc je pense qu'il y a vraiment une mosaïque de pays du rentier. Et puis vous avez des acteurs rentiers du fossile qui sont en train d'amorcer une transition peut-être plus rapide qu'on l'imagine. Un peu le Canada, un peu je dis parce qu'en même temps ils sont en train de construire quand même leur gazoduc pour exporter du gaz et du pétrole vers l'Asie, ou l'Australie. L'Australie est un cas intéressant. C'est vrai que ce n'est peut-être pas l'ampleur de la taille d'un pays qui compte dans la géopolitique mondiale. Enfin, l'Australie, c'est quand même, avec l'Indonésie, le premier exportateur mondial de charbon qui réallume très rapidement ses actifs vers l'exportation d'énergie solaire à Singapour avec des câbles. Donc, ça bouge beaucoup. Est-ce que demain, l'économie, en gros, l'économie internationale des renouvelables va être une économie coopérative et dans laquelle les tensions internationales auront diminué? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut faut accepter le monde tel qu'il est et ne pas croire qu'il est comme on a envie qu'il soit, si vous voulez. Donc, en réalité, on voit bien que derrière la transition vers moi, c'est ce que j'appelle les énergies de flux. Vous voyez. Je pense qu'on est en train de basculer d'un système énergétique qui repose fondamentalement sur des énergies de stock, les stocks de fossiles qui sont sous nos pieds, vers des systèmes énergétiques qui vont reposer sur la captation des flux. Le flux solaire, le flux éolien, le flux marin, le flux hydraulique, etc. La géothermie. Tout ça, c'est des flux. Vous voyez. Bon. Cette économie, ça va être une économie de compétition. Et c'est une économie de compétition dans laquelle les acteurs historiques de l'économie d'hier basée sur les fossiles sont perdants. Et on sait bien que les grands gagnants, pour l'instant, c'est les pays asiatiques. Bon. Et donc, ça nous met, nous, Européens, devant une situation assez nouvelle. On a été un rentier du fossile au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe, puisque bon, je ne refais pas toute l'histoire, mais quand même pour les gens qui nous regardent, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni et la Suède ont été des grands producteurs et exportateurs mondiaux de charbon. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et dans toutes les 30 glorieuses, on a perdu notre rôle de rentier du fossile. Alors, en France, on a arrêté le gisement de Lacq. Aux Pays-Bas, ils ont arrêté Groningue. Bon, il reste plus que, dans les rentiers du fossile, il ne reste plus que la Norvège en Europe, bon, ce qui est assez paradoxal, puisque c'est un rentier du fossile qui se targue d'être vraiment, par ailleurs, exemplaire sur le plan de la transition énergétique. Bon, fermons la parenthèse. Oui. Bon, donc l'Europe a un choix à faire aujourd'hui, et je ne vois pas quel autre choix rationnel au nom non seulement de la protection du climat, mais également de la souveraineté énergétique et de la souveraineté économique. Il ne faut pas accélérer cette transition vers les énergies de flux, si vous voulez. C'est bon. Et puis on peut rajouter un peu de nucléaire si on pense que le nucléaire, effectivement, est capable de compléter cet apport massif que sera l'énergie de flux. Parce que dans le monde, ce qui se passe depuis 20 ans, c'est quand même la montée en régime de l'énergie de flux. Ce n'est pas le nucléaire qui change la donne. Très bien. On va peut-être clôturer notre approche de cet ouvrage, décidément très riche.
en prenant un petit peu de hauteur. Et vous décrivez finalement Homo sapiens dans cet ouvrage comme étant la grande espèce invasive, si je reprends vos termes, la seule capable de rendre son propre habitat invivable. Faut-il finir, pour nos auditeurs, sur une inquiétude ou sur une raison d'espérer? Alors effectivement, ce que j'essaye de dire dans la conclusion, après avoir rappelé les conditions de la transition juste, quand même, il ne faut pas non plus se dire qu'en terminant le livre, on va se taper la tête contre les murs. Je pense qu'à mesure qu'on va accélérer sur la transition vis-à-vis du carbone fossile, on va se rendre compte combien l'enjeu majeur de demain, c'est le carbone vivant. Et pourquoi cet enjeu du carbone vivant est si important? Parce qu'en réalité, cet enjeu du carbone vivant nous met, nous, espèces humaines, l'une des multiples espèces dans l'écosystème, met en cause notre relation aux autres espèces vivantes. Et donc, on ne parviendra à effectuer cette deuxième grande transformation sur le carbone vivant que si on réfléchit à la façon dont nous sommes l'une des composantes de cette chaîne incroyable de diversité, de relations entre les êtres vivants. Et donc ça renvoie en fait à des représentations quasi philosophiques. Et on pourrait dire par exemple que, je ne le cite pas dans ce livre-là parce que je l'ai déjà cité dans un autre, ça renvoie pour nous Français, nous sommes des enfants de Descartes. C'est quoi le cartésianisme et les méditations métaphysiques, le cogito? C'est qu'on voit l'homme comme étant au centre du monde et une nature qui offre à Homo sapiens, comme vous dites, des méthodes pour accroître l'abondance. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. En réalité, la mesure de l'enjeu biodiversité doit nous faire penser que nous ne sommes que l'une des composantes de cette chaîne d'interdépendance des êtres vivants. Et un autre penseur au XVIIe siècle qui a pensé différemment, c'est Spinoza. Spinoza, lui, n'a pas du tout la vision de Spinoza et Descartes, n'ont pas cessé de se disputer, mais c'est Descartes en réalité qui a gagné et qui a donné ensuite la primauté à la vision du siècle des Lumières. Mais Spinoza, lui, voyait au contraire l'individu comme juste l'un des attributs de ce qu'il appelle la substance, qui est alors on peut dire la substance, c'est une substance divine, mais en réalité, c'est ce réseau d'interdépendances multiples entre les êtres vivants sans lesquels notre espèce ne pourrait pas survivre. Très bien. Merci pour ce mot de conclusion. Merci à vous. Optimiste. Merci de nous avoir présenté votre ouvrage et à très bientôt pour un nouvel épisode de Melchior M.